Salut les terriens, bienvenue à tous. Ce soir, notre invité principal, c'est Manuel Valls. Bonsoir. Bonsoir. Manuel Valls, membre du Parti Socialiste. Vous êtes ici ce soir pour nous faire croire que tout va bien entre vous et Martine Aubry, que Ségolène Royal ne vous énerve pas, que vous avez plein d'idées pour sauver la France, n'est-ce pas? Nous parlerons aussi du socialisme du 21e siècle. Laurent Fabius avec des implants, François Hollande en combinaison aluminium, enfin tout un programme. Voilà, donc en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous. Vous êtes d'origine espagnole, vous êtes beau gosse. Vous êtes un peu le Julio Iglesias du PS. Ah, j'adore. Voilà, alors en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance, conseiller du président Sarkozy sur les questions de sécurité. Alain Bauer, hein, pas Jack Bauer, je suis désolé. On a ce qu'on peut. Toujours en P2, nous accueillerons Guillaume Durand, qui s'est marié hier, qui est avec nous ce soir. Sa femme va me détester, je pense. Désolé, Diane, meilleurs vœux, voilà. Voilà, en P3, après le zapping aiguillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, Berthe Kaïtesi, rescapée du génocide rwandais, une Tutsi. Rien à voir avec Dustin Hoffman, je suis désolé. Mauvaise blague. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Manuel Valls, rebonsoir. Quand on regarde votre biographie, on découvre que vous êtes né à Barcelone en 1962. C'est dommage de s'appeler Valls quand on est d'origine espagnole. Vous n'auriez pas préféré vous appeler Manuel Tongo? Non. Bah si, on me la faisait déjà au cours préparatoire. Et ben voilà, vous n'y échapperez pas de toute votre vie. Voilà. Jusqu'à la fin. Alors, origine espagnole, ça explique sans doute qu'au PS, chaque fois que vous croisez Martine Aubry, vous l'évitez en faisant « olé ». Voilà. Alors, à l'époque de votre naissance, vos parents étaient déjà installés en France, mais ils voulaient que leur fils aîné naisse là-bas, quoi. À Barcelone. Un 13 août. Au pays du Barça. Au pays du Barça. Ah, ouais, énorme. Alors, votre père, Xavier Valls, était venu à Paris une première fois en 1949. Il était boursier à l'époque. Et il a décidé de s'installer en France pour échapper à la dictature franquiste. Il deviendra ici un peintre figuratif très connu, ami de Giacometti, de Tzara, de Jean Kelevitch, d'Hugo Pratt. Vous êtes élevé dans une ambiance plutôt artistique, intellectuelle. T'es gamin, je ne m'en suis pas toujours rendu compte de la chance que j'avais, mais ça reste pour moi évidemment de magnifiques souvenirs. En 1980, à l'âge de 17 ans, vous adhérez au Parti Socialiste. Dingue. Fou. 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 Surtout pour soutenir Michel Rocard. Ah ouais, le mec, il avait rien compris. Alors, 6 ans plus tard, vous êtes élu au Conseil régional d'Île-de-France à 24 ans, carrière extrêmement précoce. Ensuite, vous travaillez avec Lionel Jospin, mais vous êtes obligé de quitter Matignon pour vous consacrer à la conquête de la mairie d'Évry. Alors, vous regrettez que ça n'ait pas marché, Jospin. Vous dites que c'était un homme rigoureux, en tous les cas plus rigoureux que Rocard. Il avait l'étoffe d'un président. Le 21 avril 2002 reste une blessure, c'est sans doute la raison pour laquelle on a encore beaucoup de problèmes à gauche pour s'en sortir. Entre nous, Jospin, c'était sûrement un bon homme d'État, mais il n'était pas très sympa. C'est pas vrai. Ah bon? C'est un homme attentif et plutôt sympa. Ça se voit pas. Ah non. Alors, en 2001, vous êtes élu maire d'Évry, député de l'Essonne en 2002. Et en 2007, vous êtes réélu avec 60% des voix, dis donc. C'est un score à la Bouteflika. C'est bien. Alors, Évry, ville nouvelle, hein? Enfin, nouvelle, il y a 30 ans, quoi. Il y a 30 ans, ouais. C'est une ville passionnante. Je pourrais en parler pendant des heures. Peut-être pas ce soir. Non. C'est pas triste, Évry, quand même, non? Non. Non, ils font quoi les gens le dimanche à part se suicider? Vous êtes donc au Parti Socialiste, sur lequel, dans votre livre, pour en finir avec le vieux socialisme et être enfin de gauche, vous portez un regard extrêmement critique.
Vous dites qu'il faut en finir avec des dirigeants politiques épuisés, perclus de rivalité et de vengeance, et qui n'arriveront plus jamais à travailler ensemble. Oh. Je l'ai écrit il y a 1 an. Ouais. J'ai le sentiment que ce qui s'est passé depuis 1 an ne dément pas cette analyse cruelle, lucide. Ouais. Mais enfin, si on fait ce constat, c'est pour essayer de s'en sortir. Bien entendu. Le problème de la gauche française, c'est un cas unique. C'est qu'elle gagne des élections, c'est qu'elle ne gouverne pas dans la durée, c'est qu'ensuite elle n'essaie pas de tirer les leçons de son expérience gouvernementale. Alors le problème du PS, évidemment, c'est qu'ils sont tous en campagne pour 2012, là, mais tous. Ah bon? Ça m'avait échappé. Il n'y en a pas un qui n'y est pas. Il n'y a pas d'idée, malgré la crise de la société. C'est-à-dire que face à ce qui se passe en ce moment, on sera en droit d'attendre de la gauche, du Parti socialiste, des idées. Il n'y en a pas. On a le sentiment d'une forme de difficulté à inventer quelque chose. Il ne suffit pas d'être contre. Il y a des raisons d'être contre, très souvent, évidemment. Et moi, je fais partie de ceux qui critiquent sévèrement l'exercice du pouvoir par le président de la République actuelle. Mais en même temps, il y a un côté un peu désespérant dans la société, anxiogène, peut-être parce que Sarkozy ne donne pas le cap, mais aussi parce que la gauche ne représente pas un espoir. Et moi, je suis profondément à gauche, et je ne renonce pas à ce qu'elle représente un espoir. Alors, il n'y a pas de com aussi à gauche. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de DIRCOM au PS. Mais il paraît qu'il y en a un qui va être recruté. Ah bon, il y en a un qui va arriver, mais ça fait 3 ans qu'il doit arriver. Oui, non mais... Non, mais je sais pas. À mon avis, ça parce fait qu'on voit longtemps. bien que tout le monde parle dans tous les sens, c'est pas géré. Regardez les sarkozystes, quand le président dit un truc, le lendemain matin, ils sont tous à la radio, à la télé, en train de répéter ce que le président leur a dit de dire la veille. Les ministres, en ce moment, ça sert pratiquement qu'à ça, d'ailleurs. C'est pas un problème de personne, et c'est même pas un problème de com, même si là aussi, il faut être parfois un peu moderne. C'est parce qu'on n'est pas au clair sur nos idées. La théorie. On a une crise de leadership, on a une crise d'alliance, parce qu'on ne sait pas très bien... si c'est Bayrou ou Besancenot. Voilà, entre Bayrou et Besancenot. Crise d'organisation, notre parti est fermé sur lui-même. Il faut des primaires pour que nos électeurs, que 4 ou 5 millions de personnes viennent décider qui sera notre candidat ou notre candidate à l'élection présidentielle. Dites-moi une idée à vous que le Parti socialiste ne reprend pas, dont vous pensez vraiment qu'il faudrait le faire. Un truc. Un truc. Je pense qu'il faut une décentralisation dans ce pays massive. C'est aussi un moyen de redistribuer les richesses dans notre pays. Alors... face à l'imbroglio socialiste, faites figure un peu de franc-tireur, Manuel. Par exemple, quand Martine Aubry organise un meeting pour défendre la liberté d'expression au Zénith, la pauvre, vous dites que vous refusez de voir en Sarkozy un Bonaparte en Reban. Oui, c'est joli, non? C'est très bien trouvé. Non, mais il y a une dirigeante socialiste qui a traité de Néron. Il cherche à s'accaparer le pouvoir politique, administratif, économique. Et médiatique. Il prend les mauvaises décisions. Et évidemment, sa réforme de l'audiovisuel va dans le mauvais sens. Il faut toujours faire attention. Mais en même temps, il faut faire attention à ce que, par exemple, on ne perd pas, nous, le message fort sur la sécurité. Parce que la délinquance touche, on va en parler avec Boer, touche les plus modestes, touche les couches populaires. Il faut qu'on tienne un discours clair sur la liberté, mais un discours aussi clair sur la sécurité. Et que, quand on critique Sarkozy, on le fasse de manière juste, mesurée. Et comme ça, on sera entendu. Si on fait ça, alors là, on peut gagner en 2012. Ah. Alors, vous dites en parlant des responsables du PS qui sont entre le gauchisme infantile et l'anti-sarkozysme primaire. Évidemment, alors on vous soupçonne, vous le savez bien, d'être le prochain à rejoindre Sarkozy, mais dépêchez-vous, il reste 3 ans. Il faut y aller. Si vous devez y aller, Manuel, c'est maintenant. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, vous partez avec Nicolas Sarkozy en avion au Maroc, et il vous dit dans l'avion, Manuel, tu verras, un jour, je te proposerai de travailler avec moi et tu accepteras d'entrer dans le gouvernement. Vous dites non, non, pas du tout. Non, non, il faut qu'il y ait une gauche, il faut qu'il y ait une droite. Je vois pourquoi je quitterai la gauche pour aller chez toi. Vous le tutoyez. Oui, aussi toi. Oui. Et en juin 2007, ce qui prouve quand même qu'il a de la suite dans les idées, Sarkozy, il vous appelle, il dit « Viens avec moi, regarde, il y a Jacques Kouchner, il y a Besson, il y a Jouyet, il y a Bockel, enfin voilà. Sinon, Manuel, tu arriveras au pouvoir à 55 ans. » Et là, vous êtes assez drôle, vous lui dites « J'aurai l'âge que tu as aujourd'hui. » C'est bien. Si l'ouverture s'est faite, c'est pour ça les politiques le font, pour déstabiliser l'opposition. Ça marche, mais je ne suis pas sûr que ça rende service au pays et à la démocratie. En tout cas, il faut une droite, il faut une gauche, condition que la gauche se rénove. Et moi, ma place, elle est à gauche. Oui, mais regardez Kouchner. Si vous voulez être ministre des Affaires étrangères, il fallait qu'il y aille tout de suite, lui. Ah oui. Ah mais sinon, s'il attend la gauche, il meurt avant. Ah ouais, non mais attendez, non mais c'est sûr. Non, mais... Il attendait. Non mais c'est terrible. On voit bien souvent que la carrière est plus importante pour les hommes politiques que l'idéologie. Pour certains, il y avait aussi, je pense à Martin Hirsch ou à Fadel Amara,
l'idée d'une forme de déception du côté de la gauche, et puis la volonté aussi de mettre en œuvre ses propres convictions. Donc moi, je les insulte pas, je considère pas qu'ils sont des traîtres, c'est pas là le problème. Ceux qui, en général, répandent l'idée que je peux aller là-bas ou stigmatisent mes positions, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à défendre. Parce qu'on dit beaucoup, effectivement, que lors du prochain remaniement ministériel, vous allez remplacer Michel Alliot-Marie. Non, tout ça est faux. C'est une connerie, tout ça. Tout ça est faux. Bon. En attendant, lundi dernier, vous avez invité le traître Besson. Oh. Ah. Le traître Besson à Évry à débattre. Mais Besson, son passé, je m'en fiche maintenant. Il est à l'UMP, il est ministre, il mène une politique de droite. Et l'idée qu'on ne puisse pas débattre, l'idée qu'on interdise même le débat, heurte le républicain, le démocrate que je suis. Donc on débat, on combat, et on essaie surtout de convaincre les citoyens. Et sur l'immigration, c'est pas un sujet facile. Voilà, en P2, nous recevons Alain Bauer et Guillaume Durand pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. On se retrouve après la suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriennes. Nous sommes toujours en compagnie de Manuel Valls et nous recevons Alain Bauer, bonsoir, et Guillaume Durand, bonsoir. Voilà. Alors, j'ai découvert en préparant cette émission que Valls et Bauer se connaissaient très très bien en fait. Voilà. De grands comploteurs. Mais oui, alors ils étaient ensemble à la fac de Tolbiac en 1981. D'un seul coup, Valls lance un vibrant appel de solidarité envers les victimes d'un tremblement de terre en Italie, déjà. Il y a deux autres étudiants qui s'appellent Stéphane Fuchs, qui est devenu depuis un grand big boss de la communication, et Alain Bauer, qui disent « ce mec-là est pas mal, quel tribun, ce Manuel Valls », et vous devenez les amis inséparables tous les trois, voilà. Amis de 30 ans. Ouais, mais on ne fait pas le même métier, alors ça va durer. Alors on me dit que Sarkozy demande si vous voulez rentrer au gouvernement. Non. Finalement, j'ai réfléchi et je pose une condition, c'est qu'Alain soit secrétaire d'État. Ah bah oui. Alors justement, Alain Bauer, donc vous êtes président de l'Observatoire national de la délinquance. Alors vous êtes en haut de la Tour Eiffel avec un télescope et vous regardez les banlieues et vous observez la délinquance. Il vaut mieux être plutôt en bas de la Tour Eiffel avec un microscope. Mais ça marche aussi bien. Voilà, en fait vous êtes aussi criminologue, spécialiste des problèmes de sécurité. Vous êtes le grand champion de la mise en place des caméras de surveillance dans les villes. Alors, vous savez qu'il y a tellement de caméras de surveillance maintenant que les gens se maquillent avant de sortir dans la rue. Alors vous n'avez pas changé en fait depuis l'époque parce que Valls dit il aime toujours les négociations secrètes, le rôle de conseiller occulte. Aujourd'hui vous êtes conseiller de Sarkozy pour les problèmes de sécurité. Oui, et de tous ses prédécesseurs comme ministre de l'Intérieur depuis l'ère Pierre Joxe. Vous avez fait connaissance avec Sarkozy le jour où vous lui avez dit qu'il était dans le fichier Clearstream. Donc évidemment, lui, ça ne lui a pas fait plaisir, mais il était content que quelqu'un lui dise déjà. Disons que les autres le savaient sans lui dire. Voilà. C'était mieux que quelqu'un vienne lui dire. Alors vous êtes chargé, entre autres, des statistiques de la délinquance. On vous appelle Majax. En tous les cas, à Strasbourg, question sécurité, je ne sais pas si vous êtes pour quelque chose, mais c'est pas énorme, parce qu'il y avait quand même 10 000 CRS, il y a 300 Black Blocs qui ont foutu le bordel. C'est pas terrible. Comme à Seattle et partout avant. C'est un processus traditionnel où les flics ont un choix assez simple. Fermer un espace et avoir beaucoup de morts et beaucoup de blessés, mais empêcher que ça se dérive. C'était la place des Trois Cultures à Mexico, il y a 30 ans. Et depuis, tout le monde dit qu'il faut toujours un espace dit exutoire. C'est-à-dire que tu sacrifies un espace pour éviter justement ça. Depuis l'affaire Malik Oussekine, la France a décidé qu'il n'y aurait plus de morts et peu de blessés. Alors tu fais des choix, ça s'appelle l'exutoire, c'est un choix. C'est une stratégie de sécurité. C'est une stratégie pour éviter les morts. Après, on peut toujours considérer qu'un hôtel de pharmacie, etc., c'est plus ou moins important qu'une vie humaine. En tous les cas, vous avez été de très très bons conseils, Alain Bauer, pour Nicolas Sarkozy, parce qu'au moment de la campagne présidentielle, vous lui avez dit « fais gaffe quand même, sois moins libéral et plus républicain ». Bon. Et alors après, il a commencé, il y avait du Valmy dans tous les discours, du Jaurès, du Blum. Le mot République revenait toutes les 30 secondes. Et ça lui a fait du bien, c'est vrai. Nicolas Sarkozy, en fait, il n'est pas ni plus ni moins libéral, il est juste libéral et ça correspond à rien. Dans l'univers politique français, communiste, socialiste, écologiste, tu vois à peu près ce que c'est. Libéral, c'est un truc qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Il est malin, hein.
toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. La formule. Alors il y a le troisième homme, là, Fuchs, Stéphane Fuchs, qui dit « Bauer est né vieux. Ouais. Il a tout fait trop jeune. » Et c'est vrai, vous étiez socialiste à 15 ans, franc-maçon à 18, conseiller de Rocard à 26, PDG à 32 et grand maître du Grand Orient à 38. Brillant. Alors, grand maître du Grand Orient, vous êtes resté que de 2000 à 2003. Vous aimiez pas la tenue? On peut pas faire plus. Vous êtes franc-maçon, vous? Je l'ai été. C'est fini? C'est fini, oui. Les couleurs m'allaient pas. Oui, oui. Je ne comprends pas qu'à leur âge, on ait envie d'être franc-maçon. Ouais. Quand ils avaient quoi? Quel âge? 25 ans? 30 ans? 20 ans. Ouais. C'est un truc de vieux. Moi, je rêvais de Led Zeppelin. Et eux, ils rêvaient d'être francs-maçons. Mais Zeppelin était voilà, bravo. Voilà. Ce que tu sais pas, c'est que tous les mecs de Led Zeppelin, ils étaient francs-mac. Voilà, c'est ça. Je ne vois pas l'intérêt d'aller comploter avec des types en jupe sur l'avenir du monde. Ouais. C'est pour ça que je suis pas resté. Est-ce que l'idéal maçonnique est compatible avec les caméras de surveillance partout? Il y en a à l'entrée du Grand Orient, donc ça doit bien marcher. Alors, Raffarin a dit au sujet de son expérience de Premier ministre, « J'aurais jamais cru les francs-maçons aussi puissants. » Il y a des francs-maçons très puissants, mais l'appareil en tant que tel, 60% des parlementaires étaient francs-maçons en 1930. Oui. 10% aujourd'hui, tout compris. Oui. On va savoir ce qu'il en est vraiment. On va faire une interview maçon-franc. Alors, on peut en trouver où des francs-maçons? Ils sont partout. Quand Pétain a publié la liste totale de tous les francs-maçons dans le journal officiel, après 40, la plupart des gens ont découvert que leur boucher, leur charcutier, leur coiffeur... étaient francs-maçons. Peut-être même des journalistes étaient francs-maçons. Ah oui. Et ça sert à quoi, un franc-maçon? Ils se réunissaient pour discuter de tout ce qui était interdit à l'extérieur de la société. La franc-maçonnerie, c'est l'endroit où des nobles, des curés et des laïcs pouvaient se parler à niveau d'égalité. En fait, un débat, à part chez toi, bien organisé à la télé, c'est un truc où personne n'arrive à finir une phrase, où seul l'animateur du concours de décibels arrive à montrer qu'il a fait un vrai débat. Donc, du coup, la maçonnerie, c'est l'endroit où tu ne peux pas interrompre les gens, où tu es obligé de les écouter jusqu'au bout. C'est pour ça que Sarkozy ne pourra jamais être franc-maçon. Alors, ça se dit bonjour comment, un franc-maçon? Normalement, on s'embrasse 3 fois. Ma mère m'embrasse 3 fois. Tu crois qu'elle est franc-maçon? Faut lui demander. Il y a eu des stars francs-maçons. Oui, bien sûr. Chimène Badi, par exemple. Bien. Guillaume, bonsoir. Alors voilà, Guillaume Durand est ici ce soir pour fêter avec nous son mariage avec Eric. Mariage avec la très jolie Diane de MacMahon, qui est votre compagne, la mère de 2 de vos enfants. Et vous venez ici, donc en voyage de noces. Merci, Guillaume. Il n'a pas totalement tort. Ouais. Comme je suis assez classique, évidemment, je n'avais qu'une seule envie, c'est d'aller en Italie. Oui. Et je pense que c'est plus tranquille de venir en famille terrien qu'aller en Italie actuellement. Ouais. Alors, il y a un problème simplement, c'est que Diane de MacMahon va s'appeler Diane Durand. Oui, mais ça n'a pas l'air de la traumatiser. Ah ben dis donc, moi ça me traumatiserait. Oui, exactement, oui. Oh là là. Mais je crois qu'elle n'aimait pas du tout son nom. Ah ouais. Parce qu'à l'école républicaine, que connaissent bien les 2 Arsouilles d'à côté, le fait de s'appeler de MacMahon, ça passait. C'est celui qui a dit que d'eau en voyant une inondation, donc c'est sûr. Alors, premier bilan de ce mariage depuis hier soir, tu as réussi au niveau fidélité, tu as tenu? J'ai tenu. L'alliance est bien, là, c'est quoi? J'ai une alliance, c'est elle qu'il a choisie, qui est un peu rock'n'roll. Ouais. Pas très mon franc-maçonne comme alliance. Non. Pas très discrète, mais bon. Oui, elle veut qu'on sache que tu es marié, au moins. Voilà, elle m'a accroché. Bien, alors, Guillaume, vous animez avec succès sur France 2 le dimanche après-midi l'objet du scandale. Ça fait quoi de se retrouver entre 2 tranches de Drucker? Au début, bizarre. Ouais. Et maintenant, ça existe modestement, mais ça existe, donc je suis content. Le meilleur du sandwich, c'est toujours le salami. Exactement. Voilà. Le pitch, c'est simple, c'est des objets qui font scandale. Vous avez fait une émission sur les Rolex déjà, non? Non, pas encore. Non. Pourquoi ils le font pas en deuxième partie de soirée? Ça serait mieux. Moi, je ne suis directeur de rien. J'ai beaucoup de gens à côté de moi qui sont responsables de tas de trucs. Moi, je suis directeur mais pas de la télé. Mais si, tu peux en parler à Sarkozy, non? Non. Et bien maintenant, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko. Quand on pense qu'il y en a qui se permettent de critiquer la police, ah bah bravo! Des terroristes de l'ultra-gauche mettent Strasbourg à feu et à sang, et ça va être la faute de nos braves CRS
qui défendent les honnêtes gens. Attention, on est en démocratie, on a le droit de choisir son camp. Soit on soutient à fond les gentils CRS qui accomplissent courageusement leurs devoirs, ou alors, si on les critique, eh ben, c'est qu'on est du côté des terroristes de l'ultra-gauche. Et là, on s'exclut de soi-même du jeu démocratique. Allez hop, carton rouge à tous les complices de l'ultra-gauche. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Je voudrais dire que l'UMP sort un carton rouge aux responsables politiques. Bravo, monsieur l'arbitre. Du Parti Socialiste, du MoDem, qui, à force de courir derrière M. Besancenot, sale trotskiste, qui n'est autre que la vitrine légale des casseurs, terroriste, oui, sont en train d'inciter matin, midi et soir à la violence dans notre pays. Et encore, il est trop sympa, Frédéric Lefebvre. Les mecs qui soutiennent la violence, mais ils mériteraient des bons coups de matraque dans la gueule, oui. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grave. Voilà. Alors, Alain, c'est vrai qu'il y a une menace terroriste relayée par Besancenot, sérieusement? Ah non, je crois que c'est plutôt l'inverse, tu vois, justement. Ouais. Quand Besancenot offre un espace politique, il offre un espace politique qui n'est pas celui de la clandestinité et de la lutte armée. C'est plutôt une satisfaction de ce point de vue-là. D'ailleurs, quand Rouillant va voir Besancenot, il donne un signal qui est « je choisis la voie politique et pas ce que j'ai fait avant ». Au fond, le numéro que fait Frédéric Lefebvre, ça rappelle sous une autre forme ce que faisait Marcelin, Pognat, Bonnet, Perfide dans les années 70, qui nous a fait d'ailleurs adhérer à gauche, je le rappelle Alain, c'est la peur, et la peur du gauchiste pour coincer le Parti Socialiste, qui d'ailleurs se laisse parfois coincer tout seul, entre la droite républicaine qui est là pour l'ordre, et les gauchistes qui agitent. C'est vrai que c'est plus l'absence de Parti Socialiste qui est un sujet d'inquiétude que l'existence de Besancenot. La droite s'inquiète, oui. Et alors, qui se cache derrière ces terroristes? Ceux de Strasbourg, les Black Blocs, tu veux, c'est à peu près tous les contestataires de la planète réunis à Seattle, à Gênes, à Strasbourg ou ailleurs, donc il n'y a pas de nouveauté particulière. Mais comme ils ont des cagoules, c'est difficile de les identifier. Et en plus, ils n'ont pas vraiment de chef, c'est très décentralisé, beaucoup de SMS, donc ça fait 25 ans que c'est comme ça. On va supprimer la cagoule, tu crois? Non, mais c'est vrai, Alliot-Marie, elle veut supprimer la cagoule. Je pense que le problème est plus de régler ceux qui les portent que de supprimer les cagoules, mais en plus, l'industrie textile s'en remettrait pas. Alors, en tout cas, le rapport d'Amnesty International est pas tendre avec les flics. C'est vrai que les flics sont rarement poursuivis pour des bavures, parce que le problème, c'est que pour te plaindre des flics, il fallait voir un flic. Donc évidemment, c'est pas facile. Il y a une solution qui est faite dans beaucoup d'autres pays, qui est recommandée d'ailleurs à la France, c'est d'adjoindre obligatoirement un avocat assermenté ou un magistrat ou un ancien magistrat pour que les enquêtes soient ouvertes. Ce qui te donnerait une garantie de la publication de l'enquête et du résultat. Ce serait un bon ministre de l'Intérieur, au fond. Secrétaire d'État, on a l'impression d'être au ministère de l'Intérieur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous seriez un excellent ministre de l'Intérieur. Je vais en parler à Sarko. Il a rappelé Sarko, là, parce que... Non, Guillaume à la culture. Non, Guillaume à la culture, vous... Ah ouais, à l'agriculture, Valls, c'est mieux. Merci, ok. Bien, on continue notre passage en revue de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Quand Martine Aubry fait un discours au Zénith, elle fait salle vide. Quand elle passe chez Drucker, elle plombe l'audience. Mais tout ça, c'est une tactique. En fait, elle économise ses forces pour 2012. Et en attendant, elle laisse Ségolène s'épuiser sur le devant de la scène. Ah ouais, malin. Résultat, dès que Ségo dit un mot, il y a tout l'UMP et le gouvernement qui la flinguent. La semaine dernière, c'est Bertrand et Lagarde qui s'étranglaient qu'elle puisse défendre la séquestration des patrons. Cette semaine, c'est Kouchner, Yad, Lefebvre, Morano, Fillon et Copé qui s'indignent qu'elle ait pu demander pardon aux Sénégalais pour le discours de Sarko sur l'Afrique. Je trouve que c'est indigne, inimaginable, profondément choquant, scandaleux. On finit par avoir de la peine pour Martine Aubry. Je partage complètement ce point de vue. Eh, y aurait pas quelqu'un à l'UMP qui voudrait dire du mal d'elle? C'est quand même le chef du PS. Zut à la fin. Bravo Blacko, bravo Julien. Toutes des aventures de Ségolène. Donc c'est Ségolène, je m'éclate au Sénégal. Donc elle a demandé pardon au sujet du discours de Sarkozy en 2007 à Dakar, où, dit-elle, il avait dit « l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire », et c'est faux, ma chère Ségolène. Il a dit « l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire ». Quoi Bernard Kouchner, l'autre jour, a expliqué qu'effectivement, ce discours était maladroit. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy a lu le discours d'Henri Guénaud et qu'il découvrait les phrases au fur et à mesure, et qu'il a dû rectifier d'ailleurs lui-même dans un discours qui avait une autre qualité.
au Cap. Ce qui était embêtant, c'était le discours de Sarkozy. Ce ne sont pas les propos de Ségolène Royal qui, en l'occurrence, sont assez justes. Il ne faut pas oublier que Wade, le président africain, est un des chefs d'État de la planète, tout confondu, les plus diplômés du monde. Il a fait des études en France faramineuses, il est mathématicien. Enfin, c'est le sommet, c'est une sorte de mini prix Nobel. Donc c'est évidemment d'une maladresse terrible d'aller à Dakar pour expliquer ça, évidemment, à ce type de chef d'État. Cela étant dit, voir les deux autres s'accrocher à ça pour exister, je trouve ça quand même... Non, mais ça me fait... C'est pitoyable que la gauche en soit arrivée. Zéro idée, toujours zéro idée. Il n'y a pas une idée... parce que les gens de gauche, ils attendent ça. Il y avait une nationalisation en 81, même si ça s'est révélé une absurdité, il y avait cette idée, il y avait un programme commun. 97, il y avait quand même les 35 heures, on ne pouvait pas être d'accord avec tout ça, il existait quelque chose. Là, on a l'impression de Tintin et Milou se promènent à travers le monde. Et alors, en plus, moi, ce qui me choque, c'est d'axer une politique sur l'anti-sarkozysme personnel. C'est-à-dire, ça, c'est un truc... Tu es valsien. Non, mais ça, je trouve ça odieux. Quand Ségolène Royal demande pardon à Dakar pour ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, vous réagissez comment, vous ? Je pense qu'elle aurait été mieux inspirée si elle avait fait un discours de Dakar. Le discours de Dakar que les Africains attendaient. Qu'incantation, imprécation, lamentation, c'est vachement bien pour aller à l'église et pleurer. Mais la demande, et il a raison, la demande de tout le monde, c'est qu'il y ait un contre-discours de Dakar fait par qui veut. Martine, Ségolène, Manuel. Je ne sais pas si le boubou lui irait très bien à Valls. J'ai une magnifique photo et le Mali m'a décoré. Un ami du Mali, en plus il y a beaucoup de Maliens à Évry, et donc j'ai une photo, mais que je cache. En boubou. En boubou, mais elle doit être déjà sur Internet. J'ai hâte de voir ça. Ségolène s'est excusée pour Nicolas Sarkozy, elle a aussi appelé Angela Merkel. Elle s'est excusée parce que Sarko lui fait toujours la bise. Enfin, elle s'excuse. Vous êtes excusé au nom de la France, je me souviens, dans Nulle part ailleurs. Vous avez dit à Robert De Niro, je vous présente mes excuses au nom de la France. C'est très bien ce que j'ai dit, mais c'était une connerie. Oui, t'es d'accord. Alors, Alain Destrem, vous voyez qui c'est, Alain Destrem? Qui est conseiller UMP de Paris. Un grand intellectuel, oui. Oui. C'est horrible. Le mec a dit, quand même, Ségolène Royal en boubou, ça me rappelle ma femme de ménage. Ah, c'est classe, bravo, mec. Bien. Il y a encore quelques mecs comme ça, heureusement, ils interviennent, parce que ça permet de voir quand même qu'il y a une pensée de droite. Pas pour tous, on va pas être sectaire. Il y en a quand même quelques-uns, ils réagissent avec leur trip et on se dit, tiens, je comprends pourquoi moi je suis de gauche et lui il est de droite. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 3. En France, on peut traiter les harkis de sous-hommes. La justice n'y trouve rien à redire. La Cour de cassation a confirmé que Georges Frêche ne serait pas condamné pour avoir insulté les harkis. Attention, hein, sous-homme, ça reste une insulte. N'allez pas dire ça à des tziganes, des noirs, des juifs, des homosexuels, que sais-je, des arméniens. Vous seriez condamné. Mais pour les harkis, ça passe. C'est vrai que c'est moche. Pourtant, ça n'a pas empêché Ségolène de passer un accord avec Georges Frêche lorsqu'elle tentait de se faire élire à la tête du PS. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'injustice à l'égard des déclarations de Georges Frêche. Il y a une décision de justice qui l'a relaxé. C'est un homme cultivé, c'est un homme intelligent qui dit beaucoup de maladresses, mais s'il fallait exclure du Parti Socialiste tous ceux qui ont dit des maladresses, il y aurait beaucoup d'exclusions à prononcer et ma volonté ce n'est pas d'exclure, c'est de rassembler. Ségo fait donc la morale à Sarko sur l'Afrique et en même temps, elle s'allie à Frêche, un gars qui prétend qu'il y a trop de noirs en équipe de France. Allez quoi, on a tous nos petites contradictions. Ça fait 10 semaines que les universités sont en grève, du jamais vu depuis mai 68 et pourtant, personne n'en a rien à foutre. Être chercheur en France, c'est vraiment un boulot de loser. Y a qu'à voir, en une seule journée de grève, les taxis ont flingué le rapport Attali. Tandis qu'au bout de 10 semaines de grève, eh ben, la loi Pécresse n'a toujours pas été abrogée. Ce qui leur manque aux chercheurs, c'est pas d'en avoir dans la cervelle, c'est d'en avoir dans le calbut. Bah ouais, c'est bien gentil de donner des cours dans la rue, de faire la ronde derrière l'hôtel de ville, gna 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 gna. Mais pour se faire respecter, il ferait mieux de séquestrer Valérie Pécresse dans son ministère. Au moins, on en parlerait dans le journal. Voilà, bravo Blacko, bravo Julien. Il y a 45% des Français qui trouvent que la séquestration des patrons est une méthode acceptable.
Ça vous choque, vous? Non, la France est le pays de la jacquerie. La jacquerie est devenue la jacquerie sociale. C'est marrant parce qu'en matière d'activité violente, ce qui est nouveau, en général, c'est ce qu'on a oublié. On a toujours eu ce comportement. La France est un moteur à explosion. Mais c'est un vrai sujet, les chercheurs. Hein. Ça aurait dû être la priorité du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'accord avec vous. Mais il y a une crise de confiance. Il faut réformer l'université, c'est incontestable. Mais le discours de Nicolas Sarkozy, comme souvent, mais Alain le disait tout à l'heure sur d'autres sujets, blesse, crispe. Et quand vous avez les chercheurs et les étudiants face à cette inquiétude, il faut trouver les gestes pour apaiser. On ne peut pas être tout le temps en train de brutaliser une société, et notamment les chercheurs. Il vient d'appeler. Alors, il propose l'éducation nationale. Cool. Il y a Jack. Non. Il y a Jack Lang. Il y a déjà Lang, Allègre. C'est un gouvernement socialiste. Les chercheurs, moi, je trouve qu'ils sont diaboliquement mal payés pour parler de choses concrètes en France et que ça, c'est un vrai problème. De l'autre côté, je pense que puisque j'ai été prof, sur l'autogestion des universités, je pense que Sarkozy a totalement raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans un système qui est complètement archaïque. Et sur les mots, je pense que le petit problème qu'il y a, c'est que la chanson préférée des Français depuis 20 ans, c'est Full Sentimental. Bravo. Et que fondamentalement, si on ne veut pas rentrer dans le processus qui est arrivé juste avant la Révolution française, crise économique et contestation de la monarchie et les jacqueries, il faut parler quand même un langage sentimental à une foule sentimentale, autrement les Français en foule deviennent violents. Voilà. Un peu d'amour. Ils veulent de l'amour, les Français. Ils veulent de l'amour. Au sujet de la séquestration des patrons, Sarkozy a déclaré « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller séquestrer les gens? Je ne laisserai pas faire les choses comme ça. » Il a besoin d'un conseiller en langue française. Si vous connaissez un prof qui peut lui expliquer comment on parle. Allègre. Mais il parle paradoxalement très bien le français. Il s'adapte simplement à ce qu'il pense être son auditoire. C'est l'histoire des tiroirs. C'est pour faire peuple? Non, c'est... D'abord, il est assez nature dans son genre. En fait, il pense qu'ayant été élu sur sa nature, il n'a pas de raison de devenir quelqu'un d'autre pour faire semblant alors qu'il est président. Et en fait, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, il y a une dynamique chez Sarkozy qui est celle qui a cassé les frontières, bouleversé le paysage politique. C'est un phénomène qui est un peu angoissant. Et comme tu n'as aucune phase d'apaisement entre les autres qui te permet de digérer, etc., il manque la calinothérapie. Souchon. Non, mais il a raison. Alors, autre actu de la semaine, Berlusconi, impayable Berlusconi, qui va voir les victimes du tremblement de terre en Italie et qui dit « Oui, bon, c'est comme un week-end au camping. » C'est énorme. C'est énorme. Il en fait régulièrement. Il avait dit qu'Obama était un peu bronzé. Mais il n'est pas du tout. Moi, j'ai travaillé pour lui. Donc c'est quand même un personnage absolument inouï. Et puis les types qui travaillaient pour lui à l'époque étaient hyper sophistiqués. Il y avait Berlusconi qui faisait fortune, s'occupait du Milan AC, haranguait les foules, etc. Et derrière, il y avait une trentaine d'énarques version italienne, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les universités américaines, extrêmement jeunes, ultra brillants et qui lui ont fabriqué une espèce de garde de fer incroyable. C'est ça la grande leçon pour la gauche, c'est que la droite a réussi à être populaire et professionnelle. Et la leçon pour la gauche italienne, c'est qu'elle a fait de Berlusconi le seul adversaire, sans penser à un programme alternatif. Elle l'a, d'une certaine manière, hystérisé. Et au fond, tout se passe. Regardez, on parle que de Sarkozy. La vie politique, la vie d'un pays, la vie culturelle, économique, éducative, ça n'est pas qu'un homme. Est-ce qu'ils sont vraiment différents, Sarkozy et Berlusconi, Emmanuel? Très. Oui, moi je crois qu'on ne peut pas comparer. On peut toujours considérer l'accaparement du pouvoir, des médias, etc. Il y a des points communs, mais ils sont très différents. Très bien, merci d'avoir été avec nous, Alain Bauer. Donc maintenant, très bien, bientôt ministre de l'Intérieur. Et nous, on se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et l'invité du samedi 20h. Ce soir, Pierre Kaïtesi, rescapé du génocide rwandais. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriennes. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons l'invité du samedi 20h. Ce soir, Berthe Kaïtesi, bonsoir. Toujours en compagnie de Manuel Valls et de Guillaume Durand. Alors, Berthe, vous êtes ici ce soir pour un livre bouleversant qui s'appelle Demain ma vie, aux éditions Laurence Tepper,
qui raconte votre expérience du génocide rwandais et votre survie après. Bref, ce soir, c'est vous qui allez casser l'ambiance. On en reparlera à 20h, mais en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Ça va, mon Stéphane? Oui, moi aussi, je vais casser l'ambiance. Ouais. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping, à vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. Et on commence par un conseil essentiel de Julie Imperiali, la coach sportive de Nicolas Sarkozy. Ça faisait une page dans Le Parisien. Il faut travailler son périnée, sans lui, tout s'effondre. C'est sûr. Donc, les ouvriers d'ArcelorMittal, de Continental, de Maya Mora, travaillez votre périnée. Pour cela, des gestes simples, comme l'exercice Stop Pipi, qui consiste à bloquer son jet d'urine en contractant les fesses. Cela raffermit considérablement l'érection. Ah. On imagine le président travaillant le Stop Pipi. Attention. Je contracte. Voilà, je contracte. Je reprends. C'est bien, là. C'est bien, Nicolas, c'est très bien, mais là, vous contractez surtout les épaules, et c'est les fesses qu'il faut serrer, hein. Tout ce que vous mettez dans les épaules, ça n'ira pas dans les fesses. Très bien, Julie, je recommence. Je bouge plus. Je contracte, je reprends, je sens déjà les résultats. Ce soir, je vais bander comme un taureau. En tout cas, ça marche, Thierry, ça marche. Regardez ce titre découvert depuis dans Le Parisien. Sarkozy, plus ferme que jamais. Ah ben voilà, c'est le Stop Pipi. Et on apprend à l'instant que Dominique Strauss-Kahn voulait lui aussi travailler son périnée. Le personnel féminin du FMI s'y est formellement opposé. Ah oui, Impossible. Déclaration de Christine Boutin. Je pense que quand on est jeune, ce n'est pas obligatoirement un objectif que de faire l'amour comme ça, à temps et à contre-temps. Les jeunes, non, les jeunes, faut pas en vouloir à Madame Boutin. C'est ce que lui dit son mari quand elle veut faire l'amour. J'ai pas le temps, chérie, j'ai pas le temps, j'ai un contre-temps. Vraiment, je peux pas. Après avoir été chahuté lors d'un débat sur l'immigration organisé chez Manuel Valls, Éric Besson a déclaré « Quand on fait de la politique, il faut avoir des cojones ». Rachida Dati, Thierry, s'est empressé de nous montrer les cojones d'Éric Besson. Ah oui. Elles sont toutes petites. Des tests ADN pour les chiens, il était temps. Entre le berger allemand, le bichon maltais, le braque portugais, le lévrier afghan qui chie partout dans les rues de Calais, le terrier brésilien qui copule à tout va au bois de Boulogne, Éric Besson, il en a ras le cul. Manifestation à Strasbourg, un hôtel Ibis incendié. Mettre le feu à un Ibis comme acte politique, c'est totalement crétin. Comme acte de représailles de la part de gens ayant passé une nuit dans cet hôtel, ça se défend. Des conditions de manifestation très difficiles pour Olivier Besancenot qui s'est pris des gaz lacrymogènes et qui n'a pas trouvé d'endroit intime pour faire caca. Pour avoir voulu détecter la délinquance dès la maternelle et pour avoir essayé de museler Internet, Frédéric Lefebvre reçoit un Big Brother Award avec la mention spéciale « Bâton merdeux ». Ah, salut les terriens, on défend le pluralisme. Quand un homme politique de droite ou de gauche obtient une distinction, on vous le fait savoir. Voilà. Mercedes présente la voiture anti-accident. Elle voit la nuit et s'arrête toute seule. C'est la fameuse classe E qui avait déjà fait ses preuves en 97 sous le pont de l'Alma.
Médecine, le professeur Lantieri a réussi la première greffe intégrale du visage. La famille du greffé ne l'a pas reconnu, mais trouve le résultat extraordinaire. C'est une technique toujours employée par le professeur Lantieri pour rassurer les familles, montrait un de ses internes. Un Afghan de 19 ans a voyagé 30 heures sous le châssis d'un autocar. À chaque changement de régime, le câble de la boîte de vitesse lui incisait le visage. Le professeur Lantieri se dit très intéressé. Mimi Mati vient de tourner un téléfilm en compagnie d'une équipe de rugby. Une vraie performance quand on sait qu'à tout moment, Mimi pouvait être confondue avec le ballon. Et on termine avec la tournée africaine de Ségolène Royal qui avait revêtu pour l'occasion un boubou bleu. Alors là, j'aime pas du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Autant au Zénith, le sari indien, ça lui allait à merveille, mais là, le boubou bleu ciel, on dirait qu'elle est chez son coiffeur et qu'elle va se faire des mèches. Bah attends, tu prends la même photo et tu mets en dessous Ségolène Royal, c'est Jacques de Sens, ça marche, hein. Jacques de Sens, j'ai du mal à le dire. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon, qu'on peut retrouver sur le site canalplus.fr. Voilà. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Berthe, rebonsoir. Donc vous publiez Demain ma vie, qui est un incroyable témoignage sur le génocide rwandais aux éditions Laurence Tepper. Alors d'abord, ce qu'il faut dire aux gens, pour bien comprendre la haine entre les Hutus et les Tutsis, il faut préciser que ce sont les colonisateurs, d'abord allemands et ensuite belges, qui ont créé une prétendue supériorité des Tutsis sur les Hutus, qui se sont reposés sur eux. Ce qui fait que les Tutsis ont été mêlés à l'administration coloniale et à la gouvernance. Effectivement, ils ont été les seuls à avoir accès aux études. Et un jour, les Hutus ont voulu se venger et les éliminer par le génocide. Merci de souligner cette responsabilité liée à la colonisation. Alors, le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Habyarimana est abattu. Évidemment, ça a été le début du génocide, le début de ce drame atroce. Le 7 avril, le lendemain, vous apprenez la nouvelle avant la messe du matin, et dès que vous apprenez la nouvelle, vous vous dites « c'est fini ». Vous avez la prescience de ce qui allait se passer. Alors, au moment où ça arrive, vous êtes dans un centre religieux pour les vacances de Pâques, en compagnie d'une bonne sœur qui s'appelle Sœur Félicité, qui est une Hutu, faut le préciser. Et elle reçoit des appels de gens lui racontant les massacres qui commencent. Et puis, vous voyez arriver les premiers réfugiés. Et quand vous les voyez, vous vous dites, ils ont vu, ils savent. Ils ont des visages changés, ils ont le regard vide. Les gens se parlaient à voix basse, à voix à peine perceptible, alors qu'il n'y avait rien. Enfin, les génocidaires n'étaient pas encore venus là où on était. Et vous vous inquiétez pour vos parents. Donc, Sœur Félicité envoie des auxiliaires Hutus pour vérifier. La maison de vos parents est vide, alors on vous dit, bah oui, peut-être qu'ils sont cachés dans la forêt parce qu'ils ont peur. En fait, mais ça vous l'apprendrez bien plus tard, en fait, vos parents ont été massacrés, votre père a été tué à la machette, votre mère a été tuée au gourdin, et elle est morte après une longue agonie, puisqu'ils sont partis en la laissant comme ça, et quand ils l'ont entendu crier, ils sont revenus pour l'achever, quoi. Plus tard, ces deux religieuses-là, une parmi les deux, m'a confié, non, on savait, mais on ne pouvait pas te le dire à ce moment-là. Et puis arrive le 21 avril, alors c'est le pire jour de votre existence, hein. On vous prévient de l'arrivée des tueurs. Vous vous cachez d'abord dans une petite maison au centre religieux Saint-Pierre où vous êtes. J'essaie de me trouver une vraie cachette. J'entre dans une petite buanderie
où il y avait 3 autres personnes ou 4. Dont une femme enceinte. D'à peu près 7 mois. Et du coup, il y a un homme qui apparaît, qui me prend par la main. Je commence à dire que je ne suis pas Tutsi. Et quand j'arrive vers la porte de sortie, je vois qu'on a sorti pas mal de personnes. Mais là, j'ai manifesté une petite sorte de résistance, même si c'est minime. Alors vous êtes emmené en minibus, le chauffeur s'appelle Thomas, on y reviendra, jusqu'à un endroit qui est un cimetière en fait. Voilà, alors là, évidemment, vous implorez le ciel à ce moment-là, non pas de rester vivante, parce que vous avez toutes les chances de mourir, mais vous implorez le ciel de mourir par balle, parce que sinon, on meurt par machette. J'avais peur de mourir découpée. Ouais. Alors, ma seule prière, à cet instant, dans le bus, a été de demander une mort par balle. Par balle. Alors, sœur Félicité, qui est Hutu, elle monte dans le bus contre l'avis du chauffeur, parce que le chauffeur lui dit « Toi, t'es Hutu, t'as pas de raison de venir, parce que c'est contre les Tutsis. » Elle monte, et on verra comment elle mourra. Vous traversez la ville, et quand vous arrivez au cimetière, il y a des gens, il y a une foule de gens qui est là pour assister au massacre, un petit peu comme au cinéma. Enfin, ils sont là pour voir le spectacle, quoi. C'est à ce moment que j'ai vraiment senti qu'on était abandonnés. Cette scène-là m'a vraiment marquée. C'est à ce moment où j'ai senti une grande solitude. Et à ce moment-là, il y a un Tutsi qui tente de fuir et il est frappé à coups de machette tout en marchant. Donc il est déchiqueté complètement, c'est des scènes absolument horribles. Ensuite, toutes les personnes qui ont été sorties du minibus sont tuées par balle. Et sœur Félicité, qui était Hutu pourtant, et qui meurt comme une sainte, d'une certaine façon. Et elle est devenue une braise pour la vie, puisque au moment même où ma vie tient sur un fil, une petite lumière brille. Alors vous, miracle, à un moment vous êtes perdu, vous voyez un camarade de classe, vous lui faites signe de vous aider, et il vous dit qu'il ne peut rien faire pour vous. Vous êtes sauvé par le chauffeur, Thomas. Dans l'autobus, j'avais écouté une fille dire « Ah, Thomas, je ne connaissais pas Thomas. » Mais une autre fille avait imploré son aide. Alors, du coup, je prends les mains de Thomas. Et Thomas prend mes mains. Ouais. Et un autre génocidaire vient m'arracher des mains de Thomas. Et Thomas lui donne un coup de pied. Et c'est comme s'il était vraiment déterminé à me sauver. Oui. Et donc, c'est même lui qui me dit, prends la petite fille qui avait 2 ans et retourne dans l'autobus. Alors à ce moment-là, il y a un truc absolument incroyable, c'est-à-dire que vous gonflez vos narines pour faire croire que vous êtes Hutu. Oui, c'est comme une sorte de théâtre. J'ai commencé à gonfler les narines alors que j'en avais que 15 ans. Mais comme c'était des repères qu'on avait instaurés, qu'on avait inculqués dans nos têtes, j'essaye de les gonfler pour que ma vie soit sauve. Alors Thomas vous raccompagne vers le centre en voiture. Dans la voiture, il y a un des tueurs qui vous démasque, qui dit « Non, mais attends, on ne va pas la ramener, c'est une Tutsi ». Et lui, il vous sauve à nouveau la vie, donc il vous dépose à l'hôtel. Et quand vous arrivez en ville, vous voyez que tout le monde fête votre massacre. On est passé à un hôtel, le Palm Beach, dans la ville de Gisenyi, au Rwanda. Et j'ai vu les gens en costume, comme un jour de fête, en train de boire. Et là, je dis, c'était autre chose. Ce n'était pas seulement l'abandon, mais c'est comme si aussi on fêtait derrière cet abandon. Non seulement on vous abandonne, mais en plus on fête votre mort, voilà. Alors bon, vous partez au Congo, à Goma, dans un camp de réfugiés où tout le monde meurt du choléra, et vous avez cette phrase terrible. Vous dites, ils avaient fui les machettes pour mourir du choléra. Et puis voilà, le plus terrible de tout, c'est quand les Hutus qui arrivent dans ce camp à Goma, c'est-à-dire que là, c'est les victimes et les bourreaux qui sont obligés de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on imagine après la guerre, si on avait mis les nazis et les juifs dans le même camp, quoi. Là, c'est épouvantable. Parce que ce qu'il faut dire quand même sur le génocide du Rwanda, c'est qu'on a tué 1 million de gens en 100 jours.
on n'a pas épargné même les fœtus qui étaient dans les ventres de leur mère. Voilà, alors ensuite vous revenez au Rwanda où vous êtes extrêmement courageux. Les études vous ont toujours beaucoup aidé parce que quand vous étiez petite et que vous rebellez contre votre mère, vous faites des études. Quand vous revenez au Rwanda, vous refaites des études. Les études vous ont toujours porté. Vous êtes chef de famille parce que vous retrouvez vos frères et sœurs qui, grâce à Dieu, n'ont pas été exterminés par le génocide. Et il vous reste à surmonter la culpabilité d'être vivant. À un certain moment après le génocide, j'étais avec mon oncle et puis la personne qui conduisait mon oncle qui aimait beaucoup ma mère, qui était très proche de ma mère, lui dit... Voici, c'est l'une de mes neveux et nièces qui ont survécu. Et l'autre, tout de suite, il dit, et alors, comment as-tu survécu? As-tu couché avec eux? Et tout à coup, je sens une sorte de colère, mais que je ne peux pas sortir qu'à travers ce livre. Voilà, alors ensuite vous partez au Canada, vous faites votre vie et aujourd'hui vous témoignez, c'est l'anniversaire du génocide, enfin du début du génocide évidemment cette semaine. Ça ne doit pas être très agréable pour vous, mais vous voulez que les gens le sachent pour que ça n'arrive plus. Dans mon témoignage, c'est beaucoup plus. J'ai été attachée à un paysage humain et matériel qui, lors de 1994, est totalement effacé. Même si les noms sont incomplets dans ma mémoire, il faut qu'ils puissent vivre quelque part. Dans le livre, il y a la photo de mes parents, c'est la seule photo que j'ai pu retrouver. Je n'ai pas pu les enterrer. C'était une façon pour moi de les enterrer dans chaque maison, dans chaque librairie où mon livre sera. C'est poignant, là. On a écouté tous étreints par l'émotion. Je suis toujours frappé par le fait, mais quand on entend Simone Veil, ou quand on entendait Geneviève Antonios de Gaulle parler de leur expérience concentrationnaire, il y a le même calme, la même lucidité, parfois même une espèce de distance qui ne c'est vrai, vous maîtrisez vos émotions. Dans une langue, mieux que moi. Dans une langue magnifique. C'est un génocide, incontestablement, je ne comprends pas comment certains peuvent encore le nier, qui a déchiré la conscience humaine, comme ce qui s'est passé au Cambodge ou dans l'ex-Yougoslavie. Il y a une responsabilité énorme de la communauté internationale. Comment ça se passe aujourd'hui au Rwanda? Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a cohabitation entre les bourreaux et les victimes, et que c'est une situation qui est assez complexe. Merci de votre témoignage, Berthe. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Manuel Valls, merci. Alain Bauer qui nous a quittés. Bobo est parti. Guillaume Durand, l'objet du scandale sur France 2. Berthe qui a été ici, Demain la vie aux éditions Laurence Pepper. Je vous laisse avec le SAV des émissions et Groland Magazine. Voilà, à la semaine prochaine. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.